Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est heureux aujourd'hui de passer 90 minutes pour lire un livre. Un livre qui fait plus de 300 pages, avec beaucoup de contributions et avec beaucoup de richesses. Mais en 90 minutes, avec donc nos deux intervenantes qui ont dirigé cet ouvrage, on va pouvoir en fait explorer l'émergence de nouveaux marchés sur le temps long, en remontant de l'Antiquité grecque jusqu'à la période contemporaine. On va parler autant du marché de la céramique, du céramique ou de la céramique, je ne sais plus comment on dit, mais jusqu'au marché du fast-food ou au marché des mangas dans la période contemporaine. Donc avec cet ouvrage, qui, vous savez que la formule ici, à chaque fois, est de essayer de présenter un livre et de vous, en fait, il s'agit pour l'essentiel de vous donner l'envie de plonger dans ce livre. Et donc, on va en effleurer, on va dire, pas mal de choses, mais voilà, l'idée étant de vraiment susciter de l'appétence pour vous, pour ce livre. Donc il s'agit en fait de l'émergence de nouveaux marchés. Un livre qui a été, donc on verra le projet de ce livre avec nos intervenantes, mais qui vient d'un colloque en fait avec des contributions au sein de l'Association française d'histoire économique. Donc un livre qui a été édité par le Comité pour l'histoire économique et financière de la France, donc l'IGPDE. Il s'agit en fait d'un ouvrage d'histoire économique, mais qui étudie quelque chose d'assez spécifique, c'est l'émergence des marchés. L'émergence des marchés, ce qui est, dès l'introduction, dès la préface, d'ailleurs, les autrices nous indiquent qu'il y a une sorte de paradoxe, en fait, à étudier l'émergence des marchés, parce que cette émergence peut passer par une innovation, parfois, qui s'accompagne d'un monopole. Donc en fait, on est sur, au point de départ, pas toujours quelque chose qui ressemble à un marché, en tout cas totalement concurrentiel. Et puis c'est bien sûr un moment qui doit être étudié comme un processus. Bien sûr, il s'agit pas, il y a rarement un événement. Alors parfois on a une législation, on verra, etc. Mais c'est un processus avec des essais, des erreurs, des phases antérieures, etc. Des acteurs très variés en fait qui interviennent, le rôle parmi ces acteurs des régulateurs publics, voire même de la géopolitique et des relations entre États qui peut jouer un rôle. Alors on a toute une série d'exemples très très intéressants et l'intérêt de l'ouvrage c'est que vous avez réussi en fait à chercher derrière toutes ces contributions qui sont assez courtes à lire au passage, donc c'est vraiment, on est sur un ouvrage scientifique mais qui peut être lu par petits bouts sans problème. Vous avez cherché des facteurs communs et un cadre général qui s'esquisse un petit peu à la lecture de tout ça et puis que vous synthétisez dans la préface. Voilà. Donc Manuela Martini et Catherine Vierlouvet, merci et bienvenue ici pour ces 90 minutes. Donc vous avez dirigé cet ouvrage, co-dirigé. Manuela, donc on va vous écouter chacune sur différents aspects de l'ouvrage, mais on va commencer d'abord bien sûr par un cadre un peu général sur l'ouvrage. Je vous présente rapidement. Manuela, donc vous êtes professeure d'histoire contemporaine. Donc on a deux profils très différents, histoire contemporaine d'un côté et histoire ancienne pour Catherine Vierlouvet. À l'université Lumière Lyon 2, vous êtes membre senior de l'Institut universitaire de France et ancienne présidente de l'Association française d'histoire économique, qui a suscité en fait ce livre quelque part par un congrès. Vous avez des travaux qui sont à la croisée en fait de l'histoire économique, l'histoire de la famille, mais aussi du travail. Moi, j'ai donc parmi la bibliographie qu'on m'a indiquée, donc j'ai retenu deux livres. L'histoire de la petite entreprise, d'une part, avec Bâtiment en famille, ce livre que vous avez publié en 2016, Migration et petite entreprise en banlieue parisienne au XXe siècle, donc avec vraiment le croisement de l'économie familiale et du travail des hommes et des femmes en migration. Voilà, et une histoire globale de la soie, donc on voit en fait les différentes échelles aussi que vous utilisez dans vos travaux de recherche et qu'on va voir aussi dans cet ouvrage, avec parfois donc une histoire plus locale et une histoire beaucoup plus globale, l'histoire globale de la soie, un ouvrage 2024, co-dirigé avec Pierre Vernus et Tomoko Ashino, voilà, j'avais mal écrit, Histoire globale de la soie du XVIe au XXe siècle. Voilà. Et donc avec vous, Manuela Martini, donc on a Catherine Vierlouvet qui nous apporte les compétences d'une professeure émérite d'histoire ancienne, voilà. Donc à l'université d'Aix-Marseille. Vous êtes ancienne membre de l'école française de Rome que vous avez dirigée entre 2011 et 2019. Membre correspondante de l'Académie des inscriptions des belles lettres et de l'Académie dei Lincei de Rome, je ne sais pas si je l'ai dit correctement, je ne parle pas italien. Et donc, vous travaillez justement sur l'histoire économique et sociale de Rome,
du IIIe siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère. Et donc j'ai retenu des ouvrages sur les entrepôts, les circuits de distribution, parce qu'on va voir que cette histoire économique, elle permet d'incarner véritablement l'économie dans ses réseaux, dans ses acteurs. Et donc c'est ce que vous faites, vous, sur l'histoire ancienne, en fait, avec les entrepôts et circuits de distribution. Et puis avec Stéphane Bourdin, j'ai retenu 2 publications récentes. D'abord, plus général peut-être sur Rome, naissance d'un empire des origines à Pompée, en 2021, qui a donné lieu en fait aussi à un numéro L'Histoire en 2022, voilà, que j'invite tout le monde à aller voir éventuellement. Voilà. Avec vous, donc, on va essayer de donner une idée générale de ce livre et donner envie en fait de l'explorer. Alors c'est un livre avec peut-être Manuela, on peut commencer un petit peu. Qu'est-ce qui a donné, qu'est-ce qui a suscité en fait l'idée de ce livre et l'opportunité de ce livre? Merci beaucoup tout d'abord pour cette invitation et cette présentation très précise de nos activités. Vous verrez effectivement que l'origine, la genèse de ces livres est aussi liée à mon élection, donc à la présidence de l'Association française d'histoire économique en 2019. Et lorsque on envisage évidemment dans sa profession des fois des thématiques, des objets, des réflexions, il y a 2 grandes thématiques qui ont émergé, donc l'histoire globale, l'histoire du développement dans une perspective globale, et d'autre part, encore une autre thématique suffisamment large pour que chronologiquement et d'un point de vue spatial, donc nos membres puissent s'y retrouver, c'est-à-dire les nouveaux marchés. Et c'est à la suite donc de ces discussions qui se sont ouvertes à partir de cette période-là, qui a été une période difficile, hein, c'était la période de la Covid, hein, j'ai entamé mon mandat et Catherine Virlouvet le sait très bien parce qu'elle était vice-présidente de l'association à l'époque, donc pendant cette crise, donc nous avons beaucoup travaillé à distance, donc nous avons entamé ces projets avec un groupe de travail qui évidemment, a travaillé ne sachant pas si on aurait organisé un congrès ou un webinaire sur cette question des nouveaux marchés. Donc voilà, c'est heureusement, donc les choses ont évolué et donc effectivement, on a organisé en 2023 un congrès à Lyon. Et là, je saisis cette occasion aussi pour remercier de nouveau les institutions qui nous ont permis d'organiser avec notre association, évidemment, la FHE, mais aussi l'Institut universitaire de France, les universités de Lyon 2, l'École normale supérieure de Lyon, mais aussi les laboratoires, donc les 4 laboratoires qui ont contribué à cette initiative, donc ISOMA, le SIAM, le LARA, qui est mon laboratoire, et bon, c'est pas un laboratoire, mais c'est l'ABEX, donc on a aussi une source de financement importante qui nous a permis d'organiser donc un gros colloque. Vous avez vu, hein, c'est un volume qui réunit l'essentiel de ces présentations et qui aborde aussi la question d'un point de vue pluridisciplinaire indirectement parce que on a été nourri lors du congrès aussi des réflexions issues d'une table ronde présidée par un économiste, Pierre-Cyril Haucker, donc qui a réuni une juriste, sociologue et un économiste. Donc voilà, tout ça pour vous dire que cette entreprise de mener à bien si peu de temps, parce que voilà, je dois aussi remercier évidemment tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation qui ont contribué vraiment à la réalisation d'un volume qui est maintenant publié et aussi disponible en ligne, ce qui est, ça c'est vraiment un grand mérite de l'EGPDE, qui permet en fait la consultation ouverte en sciences ouverte de ces publications. Voilà, je pense que je fais le tour. Évidemment, la question des marchés était importante. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour moi, parce qu'il y avait évidemment des nouvelles thèses, des nouvelles recherches en cours. Certaines de ces recherches ont été publiées par ailleurs dans un livre sur concurrence et marché, publié en 2023 par le GPD, dirigé par Patrick Fidançon
par Philippe Monnier et Antoine Rigaudière, aussi des raisons personnelles, parce que travaillant sur l'entrepreneuriat, évidemment, je m'intéresse aussi à comment on crée un marché, comment on trouve de nouveaux débouchés. Donc, d'abord, j'ai travaillé effectivement sur l'entrepreneuriat dans l'industrie de la construction, mais maintenant aussi dans les textiles, je retrouve des questionnements qui m'ont évidemment amené à proposer cette thématique. Bon, je pense que maintenant, voilà, je peux laisser peut-être la parole à Catherine Virlouvet. Oui, alors sur un aspect particulier qui est peut-être aussi la démarche globale de ce travail, vous êtes spécialiste d'histoire ancienne et donc il s'agit vraiment d'un ouvrage qui traite de la question de l'émergence des marchés sur le temps long et avec un croisement, vous parlez d'explications multifocales en fait dans ce livre. Alors comment vous envisagez ce temps long et puis quels facteurs vous avez fini par identifier en fait dans l'émergence des marchés? Merci beaucoup, je vous remercie moi aussi de votre invitation. Oui, nous nous sommes focalisés sur l'émergence parce que Manuela vient de le rappeler, les nouveaux marchés avaient déjà été bien étudiés et l'objet d'une publication d'un livre récent en 2023 et donc l'idée pour nous était vraiment de pointer les éléments déclencheurs, les moments de basculement. Mais ce qui ne nous empêchait pas tout d'abord de délimiter la notion de marché. C'est ce qu'on a essayé de faire avec la définition la plus large possible, et vous parlez de multifocale, oui, mais aussi multidéfinition des marchés, hein, sans se priver du marché concret, mais sans se priver aussi de l'espace socio-économique du marché comme principe, même si effectivement, s'agissant d'étudier en historien et historienne le moment déclencheur, les contributions qui sont réunies dans ce volume insistent davantage souvent sur l'organisation concrète des marchés, la logique des marchés, sans se priver, encore une fois, de la dimension de marché comme principe. On n'a pas voulu cloisonner, ça ne nous a pas semblé de bonne déontologie, de bonne politique. Alors, ce parti pris nous a permis effectivement d'embrasser très large, et c'était notre volonté, d'embrasser très large géographiquement, parce que sur les 17 contributions qui sont réunies ici, certes, une majorité concerne la France ou un pays d'Europe, 5 pour la France, 6 pour un ou des pays d'Europe, l'Europe en général, mais il y a quand même 6 contributions qui nous font voyager dans le monde, hein, de l'Inde au Mexique, en passant par le Japon, la Russie, le bassin méditerranéen. Et, j'insiste, en tant qu'antiquisante, notre autre élargissement, c'était celui de la chronologie. Puisque, vous l'avez rappelé, le sujet des contributions, les sujets s'inscrivent dans cet arc très large. C'est un questionnement auquel nous tenons beaucoup et auquel, je crois, l'Association française d'histoire économique est très attachée. Bien sûr, nous sommes tout à fait conscients que les sources dont on dispose pour aborder ces problèmes sont hétérogènes, mais cette hétérogénéité même nous oblige à réfléchir sur les questions qu'on peut poser à nos sources et parfois fait naître de la confrontation d'autres questions. Pour la période antique, la notion de marché, elle est vraiment inscrite au cœur d'un débat dont on dit parfois qu'il est terminé, mais en fait qui n'est jamais vraiment terminé. C'est de savoir si, pour ces périodes très reculées, on peut parler de marché, ou bien est-ce que vraiment ces périodes sont restées au stade d'une économie domestique assez fermée qui n'aurait pas eu de marché. Alors, on a démontré, je crois, de manière récente, dans les 30 ou 40 dernières années, que on ne pouvait pas, d'abord parce qu'il y avait plusieurs économies antiques, et puis il y a eu des évolutions, on ne peut pas dire que l'économie antique est restée au stade de l'économie domestique. Mais il y a des degrés sur lesquels on discute d'ouverture vers ce marché, et on préfère souvent, en tant qu'antiquisant, parler d'économie à marché que d'économie de marché, parce que il y a, même pour l'Empire romain, qui a quand même unifié un territoire très vaste, comme chacun sait, sous sa domination, il y a des problèmes d'unification du marché. C'est loin d'être, pour les marchés des céréales, pour le marché du crédit, cette unification est loin d'être prouvée.
Mais en tout cas, les réalités, même si elles ont évolué, montrent que les mondes anciens ont été beaucoup moins immobiles et cloisonnés qu'on l'a longtemps pensé. Et cette époque de la domination romaine sur la Méditerranée est celle des grands courants commerciaux, des marchés lointains, des marchés régionaux actifs. Donc, c'est ce que les antiquisants appellent l'Empire-monde à la suite de Jean Andro, et pour en fait paraphraser ou faire écho à l'économie monde dont Fernand Braudel s'était servi pour la Méditerranée à l'époque moderne. Et donc, pour nous, la réflexion sur l'émergence des nouveaux marchés, en lien avec les processus qui ont concerné des périodes plus récentes, était évidemment très éclairante. Alors, en même temps, vous allez me dire que cette explosion géographique et chronologique pourrait faire passer notre livre pour une collection de papillons, pour quelque chose de très hétérogène. Et nous sommes attachés, nous les éditrices scientifiques, Manuela Martini et moi-même, à souligner ce qui fait son unité et l'intérêt qu'il y a à le lire de bout en bout. Au-delà, vous l'avez rappelé, de la consultation ponctuelle de tel ou tel article, qui peut être très intéressante, mais pour nous, il y a quand même une continuité. Les sujets traités, les époques, les aires géographiques concernées font que, pour la première fois, en fait, on a une connaissance du phénomène dans la longue durée, et on peut réfléchir sur les différences entre ces marchés, éclairés par les contextes historiques d'ensemble, mais aussi dégager des traits communs. Alors, de ce point de vue, je veux mentionner dès maintenant, même si on va rentrer dans le vif du livre après, la première communication exemplaire de James Davis, qui ouvrait d'ailleurs le colloque, qui concerne le développement des marchés locaux dans le monde médiéval entre XIe et XIIIe siècle, et qui embrasse l'Europe, l'Asie, l'Afrique du Nord. L'auteur voit vraiment dans ce moment convergent une volonté de contrôle du commerce des biens par les autorités, c'est le primat du politique, je vais y revenir, pour des raisons qui sont certes économiques, il y a de la fiscalité là derrière, hein, mais aussi éthiques. Le contrôle du marché, c'est une manière de réguler en quelque sorte le vivre ensemble, dans l'intérêt des vendeurs comme des acheteurs, le contraire en quelque sorte de la loi de la jungle. Cet ouvrage est donc bien un livre d'histoire avec la recherche de facteurs d'explication, et ils sont nombreux, qui ont permis l'émergence des nouveaux marchés, des nouveaux par les lieux, les produits, les acteurs, les circuits, les normes, etc. Et la plupart des études, vous l'avez dit, mobilisent plusieurs facteurs d'explication, donc c'est l'explication multifocale. Pour autant, il nous a semblé, et nous l'avons souligné dans l'introduction, que quelques facteurs émergeait, structurant. Le primat du politique, on y reviendra sans doute, le rôle des institutions et la circulation de l'information, comme des sortes de fils rouges. Dans la contribution de James Davis, je retiens aussi ce qui a été une surprise pour moi, parce que je suis moins familier que vous d'histoire économique, même si je l'enseigne en prépa, que au XIe et XIIIe siècle, en fait, les marchés locaux, à l'écart des grands centres urbains, jouent un rôle très important. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'ensemble des livres, c'est qu'en fait, on a dans différentes périodes de l'histoire, pas seulement, moi c'est ma lecture de Braudel ancienne, etc., des grands marchés au lointain, mais aussi en fait une économie de marché qui se développe locale et dans des zones non urbaines. Voilà. Et ça, c'était, voilà, je pense que ça peut être une découverte pour beaucoup de personnes qui pourraient lire ce livre-là. Alors, pour toutes les personnes qui sont en ligne aujourd'hui, là, vous pouvez, donc on va succéder en fait 2 moments de présentation, et vous allez pouvoir poser des questions, donc sur le chat, des questions que je transférerai à nos intervenantes. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, et donc on aura tout le temps un temps, donc il y a 2 moments, vous aurez un moment, en fait, on pourra répondre à ces questions-là. Donc je vous propose en fait en 2 temps justement d'explorer ces différents facteurs dont vous parliez à l'instant. Donc il s'agit en fait donc d'une part on a des nouveaux marchés qui s'expliquent par des facteurs géopolitiques, mais aussi par l'apparition de nouveaux produits et de nouveaux lieux. On va voir ça avec vous, Catherine Vierlouvet, mais à la fois, bien sûr, en complément, Manuela pourra intervenir pour donner son regard. Et puis, dans un deuxième temps, Manuela nous présentera l'émergence des nouveaux marchés, qui est expliqué donc par 2 autres facteurs que vous avez identifiés, qui sont les acteurs du changement et par celui de la réglementation. Alors évidemment, ces 4 facteurs, en fait, dans certaines contributions, on les voit en fait interagir totalement, bien sûr, et donc il a fallu classer, il a fallu mettre dans des boîtes des contributions qui sont plus complexes que ça. Je vous propose en fait de commencer, Catherine, donc avec cette émergence des nouveaux marchés qui serait expliquée par des facteurs donc géopolitiques et par l'apparition de nouveaux produits, de nouveaux lieux. Voilà. Oui, je vous remercie.
donc, dans ce premier thème de la géopolitique, il y avait d'abord la communication de James Davis dont je viens de parler. Il y a aussi trois autres communications. D'une part, la contribution d'Arnaud Bartolomei sur ce qu'il a appelé, avec des guillemets, la première invasion française du Mexique, hein, sur les acteurs du commerce français et l'ouverture commerciale du Mexique au moment de la République mexicaine en 1821. Alors, il raconte une histoire qui est intéressante et je dois dire que je ne connaissais pas moi-même. Il raconte la guerre des pâtisseries. La République mexicaine en 1821 avait mis fin à la clause d'exclusivité en faveur des Espagnols et elle avait proclamé la liberté du commerce. Et c'est l'ouverture donc physique, concrète d'un nouveau marché d'un pays, le Mexique. Très rapidement, le pays a fait face à une invasion, à une nuée de transporteurs et de commerçants qui se dirigeaient vers lui, et en particulier des Français, parce qu'à l'époque, il y avait une croissance démographique qui faisait que beaucoup de jeunes sont partis là pour y trouver un métier. Le Mexique est très rapidement devenu le 4e pays pour les exportations françaises à l'époque, et en retour, la société mexicaine, c'est ce que montre Arnaud Bartolomei, a réagi à ce qu'elle considérait en quelque sorte une invasion, et un sentiment d'animosité à l'égard de ces étrangers, les Français et d'autres, s'est fait jour. Un sentiment qui a sans doute été animé aussi par ceux qui avaient profité autrefois du monopole espagnol. Et donc la société mexicaine a réclamé des mesures protectionnistes. La République a bien été contrainte de lui donner en partie satisfaction, si bien que les ressortissants français se sont rapidement plaints de subir des vexations. Et au point qu'en 1838, le gouvernement français a envoyé la marine faire le blocus du port de Veracruz et prendre un des bastions du port. C'est ça qu'on a appelé la guerre des pâtisseries, tout simplement parce que l'étincelle avait été une demande d'indemnisation de la part d'un pâtissier français, Raymond Tel, qui était installé au Mexique, et d'où le nom de guerre de pâtisserie. Elle n'a pas duré longtemps. Dès 1839, un traité de paix a été signé, mais je trouve ce qui est intéressant dans cet article, c'est l'enseignement qu'en tire Arnaud Bartolomei sur la signification concrète de ce que représente l'ouverture d'un marché au libre commerce. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement pour le pays qui s'ouvre, en l'occurrence le Mexique, mais pour un pays qui s'ouvrirait, de ne plus lever de taxes, d'accepter l'arrivée de tous les navires de commerce dans les ports, mais il s'agit en fait d'assurer l'accès des ressortissants étrangers qui viennent dans les bateaux et qui s'installent à l'intérieur du pays, d'assurer un accès à l'ensemble du territoire et un accès aux services du territoire, commerce, justice, sécurité, traitement fiscal, et je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant dans cette communication. Alors, je suis forcée de passer très vite, hein, évidemment, sur ces communications, c'est un peu... Voilà. La communication suivante, à la différence de celle d'Arnaud Bartolomei, qui finalement montre le rôle que peut jouer la dimension politique et géopolitique dans l'émergence d'un nouveau marché, l'article de Séverine Marin sur l'anglophobie peut-elle créer des marchés, indépendantistes indiens et exportateurs allemands dans les années 20, montre... comment on peut relativiser cette importance. Parce que, à cette époque, la volonté politique des indépendantistes indiens n'a pas suffi, finalement, à favoriser les exportations des industries allemandes sur ce marché émergent. Même si les exportations allemandes ont regagné, dès après la Première Guerre mondiale, la place qu'elles occupaient avant, les résultats sur l'ensemble de la décennie, conclut Séverine Marin, sont en fait assez décevants, assez modestes, disons. Parce que d'une part, les pouvoirs politiques allemands ne se sont pas vraiment mobilisés sur le sujet, et d'autre part, les entreprises elles-mêmes n'ont pas eu la capacité et d'ailleurs aussi la volonté d'adapter leur politique commerciale aux demandes de l'Inde, parce qu'elles s'intéressaient sans doute davantage aussi à l'ensemble de l'Asie, notamment à l'Indochine, à la Chine. Donc là, on a une conclusion plus en demi-teinte sur le rôle de la géopolitique. Et puis, dernière communication de cette partie qu'on a appelée géopolitique, c'est l'étude de Laurent Varlouzet qui nous emmène, alors pour le coup, dans un monde beaucoup plus récent, dans les nouveaux marchés du néolibéralisme en Europe dans les années 1980-1990, et où on voit
dans ces nouveaux marchés l'importance primordiale qu'ont joué les politiques européennes dans l'ouverture de ces marchés. Alors ces marchés, pour ceux qui sont adultes au moins, et même vieux comme moi, on s'en souvient très bien, c'est l'ouverture dans ces années 80-90 à la concurrence du marché des transports, du marché des postes et télécommunications, du marché de l'énergie, qui était auparavant en situation de monopole nationaux. Alors, ce qui est intéressant dans l'article de Laurent Varlouzet, c'est qu'il souligne que ces ouvertures ne sont pas seulement dues, elles sont dues aussi parce qu'il y en a eu des normes à cette époque-là, des innovations technologiques, ça l'explique, mais qu'elles sont dues aussi à une volonté politique, l'adhésion des hommes politiques européens, hommes et femmes évidemment, à l'idéologie néolibérale que l'Angleterre de Margaret Thatcher, justement, avait été la première à mettre en œuvre. Alors, ce que montre aussi la fin de l'article, c'est qu'il y a un effet boomerang de cette politique libérale, où on libère tout, c'est que cette explosion des marchés, du transport, de l'énergie, des télécommunications, a conduit à une augmentation de la pollution qui a obligé en retour les politiques européennes qui d'un côté prônaient le libre marché, à adopter une réglementation environnementale avec laquelle maintenant ces secteurs d'activité doivent compter. Voilà, pour illustrer un peu les quatre contributions sur ce thème de la géopolitique. Sur les nouveaux produits et les nouveaux lieux qui ont été, disons, un des thèmes dans lesquels nous avons regroupé 5 communications, qui, encore une fois, ne parlent pas que de cela, mais nous avons là les 3 premières qui concernent le monde antique. Alors, d'abord, il y a la contribution de Louise Fauchier sur le marché du céramique, c'est son nom, c'est le céramique dans l'Athènes classique. Louise Fauchier aborde la question complexe de la relation entre organisation du marché et agora civique à Athènes. Alors, elle se fonde à la fois sur des sources textuelles, mais aussi évidemment pour cette époque sur des fouilles très complètes et qui continuent encore, qui sont très complexes aussi, de l'Agora d'Athènes. Et c'est un article qui souligne la convergence dans une période qui se situe au VIe et au début du Ve siècle avant notre ère, entre l'établissement des institutions civiques de l'Agora et des institutions civiques aussi de la cité d'Athènes et le développement des activités marchandes dans cet espace. Une hypothèse possible est que ce marché ait été instauré par le législateur Solon, donc au VIe siècle, d'abord sur l'agora archaïque, puis sur l'agora transférée en 500 sur l'agora classique. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'il s'agissait pour les dirigeants de la cité, à une époque où se développaient les échanges justement, de créer un espace dans lequel les tractations commerciales pouvaient être contrôlées par la cité. Les cités grecques ont toujours été, à l'époque antique, particulièrement attentives à la réglementation des lieux de marché. D'ailleurs, la plupart des cités avaient une magistrature, c'est-à-dire une charge civique spécialement dédiée à cette fonction, dans un esprit de régulation des échanges, dans le cadre d'un vivre ensemble qui me rappelle beaucoup ce que James Davis décrit pour les marchés médiévaux. Il y a aussi ça, il y a aussi l'idée de contrôler le marché, d'encadrer le marché, pour empêcher la loi de la jungle. L'article suivant de Federico De Romanis éclaire les raisons d'un changement majeur survenu dans les derniers siècles avant notre ère dans le marché alimentaire des cités de l'Italie antique et d'abord de Rome, dont la population avait alors atteint une taille inouïe pour l'époque de plusieurs centaines de milliers d'habitants et qui atteindra à l'extrême fin de la République, au tout début de l'Empire, sans doute le million. À partir des IIIe et IIe siècles, on se rend compte que la consommation de céréales sous forme de bouillie à base d'amidonier, c'était un blé vêtu qui n'est pas panifiable, a été remplacée dans les villes par une consommation de pain à base de blé dur, fabriqué par des artisans spécialisés, boulangers mais aussi meuniers à l'époque, les deux étaient liés. Alors, Federico De Romanis montre bien les différents facteurs d'explication d'un tel changement. D'une part, il est dû à l'augmentation de la population urbaine à cette époque-là, qui nécessitait de dégager des surplus dans un monde où les rendements agricoles étaient évidemment fort médiocres. Or, le blé dur a de bien meilleurs rendements que l'amidonier. Par ailleurs, la conquête d'un vaste empire territorial dès cette époque-là, dès les 3e, 2e siècles avant Jésus-Christ, par Rome et par les Romains, a aussi beaucoup compté. D'ailleurs, c'est cette conquête qui explique en partie l'augmentation de la population urbaine.
Parmi les territoires nouvellement conquis, il y avait certaines provinces, c'est ainsi que les Romains appelaient les territoires conquis, qu'ils administraient, comme la Sicile et l'Afrique du Nord, qui produisaient beaucoup ce type de céréales, de blé dur, et qui payaient tout ou partie de leur tribut, de leurs impôts, en nature, donc en blé. Enfin, la conquête romaine s'étant étendue aussi à la partie orientale de la Méditerranée, à partir du début du IIe siècle avant Jésus-Christ, Federico de Romanis montre bien comment les Romains sont entrés en contact avec des populations orientales qui possédaient un savoir-faire ancien dans les techniques de meunerie et de panification. Et là, il montre aussi un transfert de compétences qui explique la naissance de ce nouveau marché en Italie. Donc une petite révolution dans la consommation, mais dans laquelle, comme on le voit, le rôle de la politique et de la conquête territoriale a été assez primordial. L'analyse que fait à la suite Cecilia d'Ercole sur l'essor du marché de la soie orientale dans la Rome impériale mobilise en fait des facteurs d'explication du même type. Au tournant de notre ère, toujours sous le règne d'Auguste, la soie, qui était un tissu de luxe à destination des élites qui était déjà connu, mais qui provenait jusque-là de Méditerranée, en particulier de l'île de Kos, dans le sud de la mer Égée, a été détrônée, cette soie méditerranéenne, par une soie d'Orient, que les Romains nommaient Serica, du nom du pays des cerfs, un pays qu'ils imaginaient plutôt, ils n'y étaient jamais allés eux-mêmes, il y a des intermédiaires, et dont les spécialistes à l'heure actuelle peinent à savoir s'il s'agit de l'Inde ou de la Chine. Quoi qu'il en soit, la consolidation à cette même époque de la domination romaine sur son vaste empire, en particulier sur l'Égypte, a joué un rôle essentiel dans le développement de ce commerce lointain qui impliquait, je l'ai dit, de nombreux intermédiaires, non seulement marchands, mais aussi appartenant à des sphères politiques, des territoires traversés, et qui aboutissait, et c'est la conquête de l'Égypte qui permet la naissance de ce marché, dans les ports de la mer Rouge de l'Égypte, qui ensuite, commerce qui remonte vers Alexandrie, vers le port d'Alexandrie, d'où la diffusion de la soie dans le bassin méditerranéen à destination des élites, et en particulier des élites romaines. Alors, dans cette partie, on fait le grand saut, parce que les deux dernières communications sont des communications qui concernent l'histoire contemporaine, et qui, pour le coup, mettent là davantage l'accent sur les difficultés d'émergence de certains produits. Pour le thé en Russie, qu'étudie Camille Neuville dans les années 1869-1917, ces difficultés tiennent globalement au cadre géographique et politique de ce marché. Il ne s'agit pas à proprement parler d'ailleurs de l'émergence d'un nouveau produit, le thé, puisque c'était déjà une boisson consommée par les élites russes, mais plutôt, et c'est très intéressant, de la volonté d'étendre sa consommation à l'ensemble de la population dans un mouvement d'intégration nationale encouragé par le pouvoir tsariste qui voulait faire du thé en quelque sorte une boisson nationale. Et ainsi, le commerce du thé participait à l'intégration de l'économie russe dans des dynamiques transnationales. Alors, les difficultés que cette boisson eut à s'imposer sont bien mises en valeur par Camille Neuville, et elles sont de plusieurs sortes. D'abord, il y a le retard économique de la Russie par rapport à l'Europe, dans les techniques commerciales, de financiarisation, la politique de libre-échange, etc. C'est sans doute pas un hasard si le pouvoir tsariste d'ailleurs a voulu imposer le thé comme boisson nationale. Parce qu'en plus de lutter contre un problème de santé publique, qui était évidemment l'alcoolisme des campagnes russes, le thé était la boisson utilisée par l'Angleterre, par les grandes nations, donc c'était l'idée de se porter au niveau des grandes nations. D'autre part, la lenteur de l'émergence de ce marché tient à sa segmentation. Il mit beaucoup de temps à s'unifier en raison de l'étendue du territoire d'abord. Et je dois dire que pour une antiquisante qui travaille sur l'Empire romain, c'est vraiment très intéressant de voir ce qui se passe pour le marché du thé, parce qu'on a plus de sources et donc ça donne un peu des idées aussi pour nos Romains. Le thé consommé dans les régions proches de la Chine, consommé sous forme de briques, n'avait rien à voir, ni par son aspect, ni par son goût, avec le thé noir en vrac, en feuilles, consommé dans la partie européenne de la Russie, ou avec le thé vert consommé dans la partie Asie centrale de la Russie. Ces différences dans la consommation tenaient aussi à des différences sociales et culturelles au sein des populations. Par ailleurs, la politique douanière et les taxes prélevées par l'État faisaient du thé une boisson plus chère que l'alcool, ce qui l'empêcha de se répandre vite dans les classes populaires. En réalité, ce que montre Camille Neuville, c'est qu'il n'y eut pas de véritable standardisation du marché du thé avant l'URSS,
avant la NEP et avant 1928, dans le cadre de cette économie planifiée et aussi avant le développement d'une production nationale de thé en Géorgie. Et pour finir, nous terminons sur les mangas qui eurent aussi, et j'aurais tendance même à mettre ça au présent, ont aussi bien des difficultés à s'imposer en France. Et c'est ce que Mathieu Sadourny étudie dans l'émergence du marché des mangas entre 1979 et nos jours, 2022. Il s'agit là évidemment d'un bien singulier, produit dans le cadre d'une culture bien différente de celle des Européens, et on touche en quelque sorte aussi là à l'intervention de facteurs culturels dans l'apparition d'un marché. Mathieu Sadourny, il voit 3 temps dans cette apparition. Les années 80, il parle d'émergence avortée, parce que même si le succès du genre de la BD dans les années 70 en France avait pu faire penser qu'il y aurait un marché pour les mangas japonais, il y avait aussi une exposition organisée, il y avait des dessins animés diffusés déjà sur la télévision française. Les éditeurs qui se sont lancés à cette époque-là dans la publication de mangas n'ont pas été au bout des cycles qu'ils avaient prévus, faute d'un lectorat suffisant. Le public qu'ils visaient, qui était un public d'adultes, n'a pas été réceptif, ou en tout cas il est resté méfiant parce qu'il ne connaissait pas bien la qualité des produits vendus. Voilà, un public de lecteurs, ça aime bien se baser sur les prix littéraires, sur les revues critiques, et là, il n'y avait rien. En revanche, les années 1990 ont connu un essor du marché des mangas, essentiellement, comme le montre Mathieu Sadourny, pour un public parisien, essentiellement à Paris, ou un public lié à Paris en France. Les ventes ont progressé, cette fois-ci en ciblant un public jeune. Mais les éditeurs n'avaient quand même qu'une confiance limitée dans le caractère durable du marché. Ils n'ont pas investi sur le plan matériel, ce qui fait qu'ils ont fait les planches des mangas sur leurs machines habituelles, ils n'ont pas pris des machines, si bien que les mangas de cette époque-là sont inversés par rapport à la présentation japonaise, parce qu'ils suivent la présentation française, on n'a pas investi dans les machines. Et puis, la méfiance a tenu aussi pour un marché qui s'adressait aux jeunes, aux contestations que ça a rencontrées en France. Les critiques ont pointé le graphisme qui était moche, médiocre, enfin, les personnages stéréotypés, surtout la violence. Il y a eu en 1996 5 mangas qui ont été interdits, qui sont tombés sous le coup de la loi de 1949 sur des publications pour la jeunesse, interdits en raison de leur caractère violent et pornographique. En dépit de cela, depuis 2000, Mathieu Sadourny montre que le marché s'est affirmé en termes de nombre d'éditeurs, de titres, de ventes, et puis maintenant on édite des vrais mangas dans le sens japonais, même si finalement il montre qu'il reste quand même segmenté et assez fragile, parce qu'il y a encore des critiques sur les difficultés de distinguer les bons mangas des mauvais. Et puis aussi, commercialement, le système, ce qu'il montre, c'est que le système dépend d'achats de droits auprès d'ayants droit et donc nippons par des intermédiaires, et que la pérennité n'est pas totalement garantie, si bien que la conclusion est un peu en demi-teinte, et il dit bien que c'est quelque chose de provisoire. La confiance n'est peut-être pas encore complètement au rendez-vous, on est peut-être encore, pour ce marché-là, dans une phase d'émergence. Voilà ce que la présentation très rapide, en m'excusant de cette compression que je peux faire de cette partie de notre livre. Je crois qu'il ne faut pas du tout vous excuser, parce que en fait, ça donne vraiment, je crois, l'envie de se plonger dedans, parce que c'est chacun des exemples. Bon, d'abord, évidemment, vont croiser avec d'autres facteurs que Manuela va mettre en valeur, parce qu'on a déjà parlé un peu de géopolitique. Quand on a parlé de géopolitique, mais on a parlé en même temps du rôle des acteurs. On voit bien au Mexique le rôle des acteurs. Vous avez parlé du fameux pâtissier, et aussi de la population locale qui réagit face à une ouverture qui suscite des transformations dans la société mexicaine, par exemple dans les années 1820-1830. Voilà. Je pose une question ici. Bon, on n'a pas encore de questions dans le chat, mais je vous invite en fait vraiment, n'hésitez pas à poser des questions qui peuvent être des questions spécifiques justement sur tous ces exemples que vous avez rapidement explorés, et ça peut être des questions plus générales. Moi, je pense en fait à chaque fois, l'histoire économique nous invite toujours en fait à revisiter un peu la période contemporaine, et on voit que cet exemple du Mexique nous montre que le libre-échange, c'est un peu la conclusion de l'auteur d'ailleurs, ne coïncide pas toujours, et pas forcément, avec des relations pacifiques.
Et on a beaucoup d'exemples, je crois, dans l'histoire économique. Est-ce que voilà, au XIXe siècle, est-ce que ça nous dit quelque chose aussi de cette première phase de mondialisation dans laquelle aussi on a eu beaucoup de traités de libre-échange qui n'étaient pas des traités pacifiques, hein. Enfin, il y a une politique de la canonnière. Moi, comme antiquisante, mais après, je pense que c'est Manuela qui vous répondra mieux, j'ai tendance à dire, le libre-échange, ça risque vite de devenir la loi de la jungle. Et c'est un peu ce contre quoi réagissaient les marchés médiévaux ou le marché d'Athènes. Enfin, poser des règles, poser quand même quelques règles. Voilà. Mais je pense que je peux peut-être laisser la parole à Manuela. Je vais rebondir. D'abord, alors pour répondre à cette question, ce qu'on a pu démontrer, c'est que les libres-échanges, vraiment en construction, il n'a vraiment jamais existé en termes complètement, comment dire, purs, on va dire. Et donc, c'est plutôt, en fait, ce sont des formes plus ou moins d'ouverture à cette liberté de l'échange qui sont envisagées, qui ne sont jamais totalement, évidemment, comment dire, et abstraitement réalisé dans la réalité économique en tant que principe. Et justement, les deux dernières communications dont elle a parlé, Catherine, me permettent aussi de rappeler une chose, que même pour l'époque contemporaine, effectivement, il n'existe pas ces marchés parfaits dont parlaient les économistes néoclassiques à la fin du XIXe siècle. Et évidemment aussi, l'historiographie a contribué un peu à déconstruire, hein, avec la sociologie économique, déconstruire un peu cette rationalisation qui est le fruit d'une réflexion qui débute à la fin du XVIIIe siècle et qui se poursuit au XIXe siècle à propos de ces marchés un peu désincarnés, hein, avec les acteurs économiques qui seraient donc complètement, qui œuvreraient de manière complètement indépendante et rationnelle, évidemment, en ayant une connaissance parfaite de leur environnement. Donc, cette question de l'information, évidemment, est aussi centrale là, dans la remise un peu en discussion de ces modèles. Et c'est pour cette raison que des études encore plus contemporaines, telle celle de Matteo Calabrese, donc dans notre volume, hein, qui parle du marché, d'un marché qui est bien connu, qui est celui des fonds d'investissement au Luxembourg, montre bien combien ces acteurs donc, qui sont parmi les plus importants au niveau mondial. Hein. Luxembourg, avec les États-Unis, est l'un des fournisseurs d'un marché qui date en 2021, à la date de 2021, pèse pour 71 000 milliards de dollars en capital social. Donc là, on parle des marchés financiers d'énorme envergure. Et il montre très bien qu'au XXe siècle, dès l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 1900, à la fin des années 1980, ce sont vraiment des réseaux d'acteurs qui permettent évidemment aussi, en tant que lobby, de façonner ces marchés et non pas seulement des acteurs individuels qui fonctionneraient dans un marché complètement, évidemment, rationnel et parfait d'un point de vue de l'équilibre des prix et de la demande, qui du coup, nous permettent peut-être aussi de réfléchir à ce rôle fondamental des acteurs. Et si on se tourne du côté des acteurs et des actrices du marché, c'est-à-dire des producteurs et des consommateurs, hein, mais aussi des intermédiaires entre ces deux mondes, on voit émerger vraiment cette question du mécanisme qui permet d'identifier ou de créer même une nouvelle demande. C'est-à-dire que beaucoup des auteurs des études ont souligné vraiment cette idée vraiment le fonctionnement de cette mise en place de marchés nouveaux qui, évidemment, se heurtent souvent à des difficultés.
Alors, c'est aussi la question des échecs. On a parlé de réussite, mais aussi peut-être des échecs qu'il faut évoquer à ce stade. Donc, les difficultés du processus de mise en place du nouveau marché, de l'émergence d'un nouveau marché. C'est le cas, par exemple, de Levi Hollingsworth, étudié par Louis Bissière, qui aux États-Unis, dans la vallée de l'Ohio, à la fin du XVIIIe siècle. Donc, se heurte à des barrières, évidemment, qui sont liées au fait, justement, des limites des informations qu'il pouvait avoir des marchés fonciers de cette époque. Donc, sa tentative de spéculation se solde un échec. Et c'est aussi, évidemment, cette question des différences culturelles qui jouent un rôle très important entre des acteurs qui imaginent d'ouvrir de nouveaux marchés, dans ce cas-là, donc acheter beaucoup de terres et les revendre plus cher, et d'autres conditions qui peuvent, par exemple, se transformer en obstacle. Et l'étude de Pierre-Antoine Dassault, de ce point de vue, sur l'émergence du fast-food en France, et les difficultés de cette diffusion d'un modèle qui vient des États-Unis est vraiment liée, et il l'explique très bien, à des barrières culturelles au départ qui empêchent en fait évidemment des modes de consommation de la nourriture, des formes aussi de présentation des repas de la nourriture qui ne correspond pas à un modèle qui en France a d'autres références culturelles. Et la solution que certains opérateurs et certains acteurs, évidemment, confrontés à cette difficulté d'imposer un modèle qui n'est pas conforme aux attentes d'un public qui, certes, s'élargit, mais qui reste un public, parce qu'il y a des jeunes qui interviennent, évidemment, et qui consomment différemment que leurs parents et grands-parents, mais qui reste, malgré tout, immergé dans un environnement qui demande de nouvelles formes d'organisation, donc une certaine créativité, une inventivité de la part des acteurs économiques qui se lancent dans ces nouveaux marchés pour pouvoir imposer un modèle qui graduellement, donc, mais très graduellement, donc peut enfin s'imposer. La phase de l'émergence peut donc se révéler complexe et il faut aussi, comme le montre Silvia Concamessina, pour les marchés de la soie et les négociants de la place de Milan, il faut composer avec aussi des institutions. Et là encore, donc, on peut plus tard revenir sur cette dimension de règles, des institutions nécessaires à la mise en place d'un nouveau marché qui aussi, évidemment, peuvent freiner aussi les ambitions de certains acteurs et actrices. Mais avant peut-être de passer à cette question de l'importance des institutions, je voudrais peut-être aussi rappeler l'importance des intermédiaires. Donc, je l'ai évoqué en introduction de mon propos, et je trouve que l'article, le chapitre d'Églantine Cussac, qui a reçu par ailleurs le prix pour la meilleure communication, dès ce point de vue, sur les intermédiaires, les rôles des commis voyageurs, les rôles des publicitaires, donc les rôles de la distribution, vraiment des idées originales qui méritent d'être mises en avant parce que elle a bien démontré que la diffusion du pâté baby, donc de ces en fait nouveaux dispositifs de projection que vous pouvez utiliser dans l'espace domestique, elle liée vraiment au rôle fondamental de ces directeurs commerciaux, de ces commis voyageurs, de ces représentants des commerces, de ces revendeurs qui n'avaient pas été du tout pour l'expérience précédente, donc celle du projecteur Koch en 1912, mise au service donc d'une diffusion vraiment du porte-à-porte de ces nouveaux produits, donc qui n'est pas
vraiment très différent par rapport au coq. Il est un peu plus petit, un peu plus maniable, mais on n'explique pas les succès du pâté baby sans souligner les rôles fondamentaux qu'ont eu tous ces voyageurs, commis, représentants de commerce qui ont su imposer, ils étaient formés techniquement et qui ont su imposer à un nouveau public, un public féminin, des femmes au foyer, un produit qui permettait du coup une utilisation à domicile avec des connaissances qu'il fallait transmettre, qu'ils ont su transmettre donc à ces publics. Donc il y a pu donc vraiment en quelques années faire en sorte que ces produits soient dans les couches moyennes de la population française, donc quasiment un produit de consommation de masse. Donc, ça, plus largement, nous amène à réfléchir à une question que Giorgio Riello a vraiment bien esquissée dans sa conférence de keynote, donc conférence inaugurale donc, de cette section, et qui pose la question fondamentale de la signification et de la valeur qu'on attribue aux produits dans différents contextes. Alors, il s'agit d'une valeur monétaire et symbolique des objets, des commodities, donc de ces marchandises que pour les producteurs et les consommateurs peuvent avoir vraiment un point, une valeur monétaire et symbolique très différente selon les contextes. Et lui, il montre bien que justement, les contextes et au niveau global, ils peuvent être très différents. À l'époque moderne, à l'époque des grandes découvertes, par exemple, des produits comme les perles peuvent effectivement recouvrir des significations et avoir une valeur donc complètement différente selon les contextes dans lesquels on les observe. Donc, cette approche donc centrée sur les marchandises nous permet aussi d'apprécier cette dimension un peu anthropologique qu'on a retrouvée dans cette aussi comme présentation de chapitres par rapport au pâté baby et qu'on peut aussi trouver lorsqu'on parle d'autres produits. On a parlé du thé, évidemment, on peut parler aussi de la soie à l'époque ancienne, donc pour montrer qu'il y a des connexions, effectivement, entre, comme l'a justement dit Catherine, entre nos différents chapitres. Donc, on peut trouver des échos dans différentes parties de ces réflexions donc, sur l'importance donc, au niveau individuel et collectif de cette dimension anthropologique dans la réception des produits et donc dans la mise en place de ces nouveaux marchés. Et évidemment, on peut continuer lorsqu'on parle de ces nouveaux produits. Évidemment, on peut aussi essayer d'aller un peu plus en profondeur. J'avais évoqué la question des fonds d'investissement et il montre très bien, Matteo Calabrese, que effectivement, cette action des acteurs avertis dans des conditions favorables de point de vue institutionnel permettent en fait de montrer à les acteurs donc, qui du coup sont demandeurs de ces fonds l'importance cruciale, notamment lorsqu'il y a des opportunités d'investir dans ces fonds, lorsqu'il y a des opportunités du point de vue fiscal par des groupes donc mis en avant par des groupes très dynamiques d'intermédiaires financiers locaux et qui connaissent bien tout d'abord leur environnement bancaire et qui donc peuvent convaincre évidemment des clients de plus en plus nombreux à investir dans ces produits financiers. En quelques décennies, on sait très bien que l'interaction entre ces intermédiaires locaux et des intermédiaires extérieurs ont amené en quelques décennies donc le Luxembourg à se transformer en hub financier incontournable en Europe. Alors, tout ça pour vous dire que les acteurs comptent, mais comptent aussi les réglementations, donc je l'évoquais,
Alors, les institutions et les normes qu'elles produisent interviennent lourdement dans le fonctionnement des nouveaux marchés. Donc, on est loin du marché vraiment néoclassique, varracien, etc. Et donc là, je reviens un peu en arrière à l'époque moderne et avec Anne Conchon qui montre que davantage que des innovations liées aux procédés de conservation ou de production de la glace, ce sont surtout les choix effectués par les autorités visant par des privilèges à organiser les marchés qui permettent à ces produits face à une demande croissante de s'affirmer donc au niveau local, mais aussi plus largement à un niveau plus large, régional, voire au-delà. Donc, ce faisant, donc, ces privilèges octroyés à un nombre limité de fournisseurs définissent, au fond, en limitant un nombre restreint des fournisseurs, donc définissent les conditions de l'essor d'un marché nouveau. Alors, de la glace. De la même manière, donc, si les privilèges initialement un moyen pour éviter les problèmes de pénurie, lorsqu'on parle, Clément Paya le fait très bien, de l'épicerie, lorsqu'on parle de concurrence entre corporations, et de la capacité des épiciers à s'accaparer donc ces privilèges. Pour certains produits, on dépasse ces cadres-là, donc d'éviter la pénurie. Et pour certains produits, dont certains ont été déjà évoqués, comme les cafés, les thés, les chocolats, on peut ajouter aussi l'eau de vie, les fruits confits, les graines, etc. Donc, ce privilège permet donc d'ouvrir une nouvelle configuration commerciale et sur la place parisienne qui impose aussi des nouveaux acteurs dans ces marchés qui s'élargit pour certains, et notamment les épiciers. Et donc, Clémence Paya, insiste sur les stratégies mises en place pour capter ces parts des marchés détenus par d'autres corporations et donc ces monopoles, c'est vraiment une question importante, celle-ci, parce que dans une première phase, l'émergence du marché, d'un nouveau marché est liée à ces monopoles essentiels, donc dans l'élargissement des débouchés commerciaux pour les épiciers en l'occurrence. Alors, la fonction des nouvelles institutions est aussi essentielle dans la restructuration du marché de la soie en Lombardie. J'ai parlé de Conca Messina et donc des négociants milanais de la soie. Alors, Milan est vraiment l'un des centres avec Lyon du commerce de la soie grège et semi-finie au XIXe siècle. On peut dire que c'est un peu avec Lyon, ce sont les deux grands pôles du commerce mondial de la soie. Et évidemment, cela nécessite, après la crise du commerce de la soie, liée au fait qu'en Europe, il y a une maladie du ver à soie qui impose en fait le recours au marché asiatique. Et la reprise, une fois passée donc la crise de la maladie de la sériciculture, impose la régulation du marché de la soie qui donc crée aussi, encore une fois, les conditions pour l'émergence, la montée en puissance d'un nouveau groupe, donc des fabricants qui s'imposent face aux grands propriétaires, donc fabricants donc de fils de soie, qui s'imposent face aux grands propriétaires fonciers qui dominaient auparavant ces marchés. Alors, il y a des ruptures, vous voyez bien, qui changent aussi les types de produits qu'on va commercialiser parce qu'on a du coup d'un point de vue qualitatif un produit inférieur, de qualité inférieure, quantitatif parce qu'on augmente, ces fabricants augmentent massivement les volumes de la production et géographiquement parce qu'ils communiquent beaucoup plus avec le monde asiatique qui prendra par la suite la relève quelques décennies plus tard dans les commerces mondial de la soie.
Alors, ces protagonistes donc, qui changent et sur la scène commerciale incitent aussi, encore une fois, à s'interroger sur leurs spécificités socioculturelles. On est loin des acteurs désincarnés et agissant en toute connaissance des causes et disposant d'une information parfaite. Et c'est là peut-être qu'on peut évoquer aussi la question des leviers qu'on a abordés en conclusion et des obstacles et évidemment des barrières à l'émergence de nouveaux marchés. Je pense que peut-être s'il y a des questions ou si on a... On n'a pas beaucoup de questions, pour l'instant on n'a pas de... Mais alors, je vous incite à poser des questions, et ça peut être des questions très précises hein, sur certains des exemples qui ont été donnés par nos intervenantes. Moi je voudrais revenir peut-être sur les... Vous avez abordé la maladie du ver à soie, dans d'autres contributions, je pense au blé dur à Athènes, il y a une famine en 492 avant notre ère. Il y a des moments comme ça, il peut y avoir des... Est-ce qu'il y a des moments de crise? On parle sur le Luxembourg du lendemain de la Seconde Guerre mondiale où la métallurgie rentre en crise un peu pour le Luxembourg qui doit changer de modèle productif. Est-ce qu'on pourrait trouver un autre facteur d'apparition des marchés qui serait ces périodes de crise qui poussent soit une innovation, soit une régulation, donc dans le cas de la soie? Est-ce que voilà. Alors le terme crise étant un mot assez polysémique, hein, je reconnais. Hein, qui peut, pour vous, Manuela, comme pour vous, Catherine. Oui, alors oui, avec les innovations hein, qu'on n'a pas trop évoquées pour l'instant, technologiques, je pense que effectivement, il y a cette autre dimension qui est la réaction aux crises, qui est souvent en toile de fond hein, de nos différentes interventions, différents chapitres. Je pense que la dimension en fait de la capacité d'adaptation de certains acteurs et à ces situations inattendues hein, des crises peuvent constituer effectivement une explication pour la reconfiguration de certains marchés, hein, parce que comme on l'a vu pour l'industrie de la soie, et pour la création aussi de nouvelles institutions qui règlent les commerces de cette industrie qui se mécanise et qui donc produit aussi des produits plus, comme je le dis, bon marché et de moindre qualité. Donc, il y a tout un nouveau, en fait, monde de production qui se met en place dans ces cas. C'est indéniable. Voilà, la crise, évidemment, c'est vraiment un terme polysémique, on peut l'interpréter comme crise sanitaire, comme crise évidemment conjoncturelle, cyclique, mais aussi évidemment comme crise liée à la fin d'un cycle productif. Hein. Il y a aussi des modes qui changent. Hein. Moi, j'étudie les textiles et après je donne la parole à Catherine pour l'époque ancienne. On voit très bien que certains produits qui deviennent trop coûteux, comme je travaille sur la soie, je vois très bien disparaître de la mode des produits qui sont trop chers par rapport à une clientèle qui change d'un point de vue social. C'est-à-dire que des produits en soie qui étaient adaptés à l'aristocratie, à la fin du 19e siècle, ne correspondent plus du tout au goût d'une haute bourgeoisie qui s'est évidemment se différencie aussi en termes de consommation, c'est-à-dire qu'on a des demandes, des produits qui changent et les produits de très haute gamme qui pouvaient intéresser l'aristocratie de quelques décennies auparavant ne sont plus du tout du goût de cette nouvelle élite qui a besoin, certes, des produits de luxe, mais des produits de luxe, donc abordables, enfin, donc on peut appeler ces produits plutôt des semi-luxe, et donc qui correspondent esthétiquement à des standards très élevés, mais qui n'ont pas du tout les caractéristiques interproductives d'unicité, hein, d'exceptionnalité des produits qu'on pouvait produire le siècle précédent. Catherine, si vous voulez compléter.
réagir moi aussi sur le concept de crise, puisque vous avez parlé de crise frumentaire, en réalité, dans l'Antiquité. Alors là, on est dans une crise bien spécifique qui est un peu consubstantielle de toute manière à ces époques. Toutes les cités antiques ont connu des famines ou au moins des disettes. C'est dû, je l'ai dit, aux rendements qui sont très médiocres. Donc, les conditions climatiques font que certaines années, on n'arrive pas à dégager assez de surplus, ça c'est sûr. Alors, est-ce que ça suscite de l'innovation? Des romanistes, quand il dit on est passé de la bouillie au pain parce que le blé dur a de meilleurs rendements, c'est déjà une réponse au fait que la population urbaine, effectivement, il faut la nourrir sur les campagnes et que pour qu'elle ne souffre pas trop de disette et de périodes de rupture, de périodes de soudure difficiles, on passe à cette culture qui a de meilleurs rendements, autant qu'on puisse le savoir. Mais il y a eu aussi non pas des innovations pour le coup, mais des réponses politiques à ces crises frumentaires. Les institutions de la cité, je parlais tout à l'heure des magistrats, enfin des personnes en charge des marchés, il y en avait aussi à Rome, et ces personnes en charge étaient aussi en charge de prendre des mesures politiques, trouver d'autres marchés quand les marchés du blé habituels avaient une mauvaise récolte, et même de prendre des mesures et ça existe encore dans l'Europe moderne aussi, pour calmer les prix aussi, pour calmer les prix du blé en période de soudure. Les mesures de Caius Gracchus, le tribun de la plèbe de la fin du du siècle avant Jésus-Christ à Rome, quand il décide que les citoyens auront droit d'accéder à un certain nombre d'achats de blé à prix contenu, il fait ça juste pour les citoyens. Alors, il y a des étrangers, il y a des esclaves, il y a des tas de gens qui n'ont pas droit à ce marché, mais en même temps, en créant cette part de marché, évidemment, il calme l'ensemble des prix du blé, du marché du blé. Voilà. Mais la crise frumentaire, malheureusement, elle ne peut pas, les innovations à cette époque-là ne peuvent pas la résoudre complètement. Oui, d'autant que ça prend, dans le cas de l'exemple du passage au blé dur, ça prend vraiment des siècles. Voilà. Alors que quand on parle, par exemple... Non, alors, pour le coup, non, ça n'a pas pris des siècles parce qu'il y a eu cette conquête territoriale de pays où il y avait déjà le blé dur. Après, effectivement, ça prend des siècles quand on veut l'implanter ailleurs, oui. Et alors que voilà, au Luxembourg, ça a été donc tout d'un coup en fait, voilà, la création d'un marché. Et donc c'est vrai que c'est très intéressant du point de vue des économistes. Moi je suis économiste. Plutôt, c'est vrai que nous on a cette vision schumpeterienne, donc qui est de la crise qui suscite en fait des innovations, qui suscite un nouveau cycle, etc., etc. Mais non, ces épisodes-là suscitent des régulations aussi, et les marchés apparaissent avec des régulations et avec des acteurs aussi qui, bien sûr, poussent à ces régulations. Parce que c'est vrai que c'est aussi un point commun dans tout ce que vous avez exploré, enfin toutes les deux, Manuela et Catherine, c'est qu'on voit le rôle des acteurs à la fois comme transmetteurs d'informations, très important, et donc le rôle des intermédiaires, mais aussi comme il y a des relations, pas seulement d'achat, de vente, d'intérêt suivant un prix, mais aussi de conflits et de coopération, et parfois pour orienter les régulations. Donc là, par rapport au marché un petit peu abstrait qu'on a en économie parfois, ce rôle des acteurs dans la circulation de l'information qui passe par des essais et des erreurs aussi un petit peu. Je crois que vous avez vraiment en fait... Qu'est-ce qui fait en fait que certains acteurs échouent en fait? On voit en fait vous avez quelques exemples d'échecs magistraux, comme par exemple sur la politique de la terre aux États-Unis. Quels sont les facteurs de l'échec, en fait, quelque part? Alors, je vais reprendre un petit peu le fil de certaines réflexions. Je pense que c'est pour répondre à la question sur l'entrepreneur schumpeterien, je suis tout à fait convaincue que les individualités ont toute place dans ces réussites, ces échecs aussi, mais l'historiographie, l'histoire économique a essayé d'insister aussi sur la dimension un peu collective, c'est-à-dire ce que Schumpeter n'avait pas tout à fait pris en compte, c'est cette importance en fait des contextes sociaux dans lesquels a été inscrit. C'est beaucoup plus enchevêtré. En fait, la réussite ou non dépend beaucoup, n'est pas, bien sûr, il y a une dimension individuelle qui n'est toutefois pas déconnectée
des réseaux sociaux dans lesquels émergent ces marchés et qui, du coup, déterminent aussi l'échec. C'est-à-dire que l'échec d'Hollingsworth, au fond, est vraiment lié au fait, d'une part, à cette connaissance limitée d'un contexte qu'il ne maîtrisait pas, au fond, à distance en particulier, comme il essayait de le faire, et d'autre part par le fait qu'il y avait d'autres acteurs qui étaient mieux dans des contextes socialement, qui étaient des concurrents redoutables et qui ont fini par, évidemment, ensuite racheter ces terres. Et là, cette dynamique-là, évidemment, est extrêmement, d'un point de vue social, lourde. Et cette dimension-là, en fait, réémerge constamment. Et c'est pour ça que la dimension de l'échec est fondamentale aussi, parce que déjà, on nous apprend à distinguer les facteurs qui peuvent ou non, dans certaines circonstances, l'histoire, on peut l'utiliser vraiment comme un espèce de réservoir des matériaux intéressants. Il y a, dans certaines conditions, de manière plus ou vraiment imprévue, des circonstances qui permettent de condenser une série de facteurs qui font marcher un marché. Alors, j'ai pris l'exemple de la dentelle mécanique dans la conclusion, qui nous permet de voir précisément cela, c'est-à-dire que rien n'aurait autorisé à imaginer qu'un produit qui était un peu aux antipodes du produit vraiment haut de gamme, fait à la main, la dentelle au fuseau, était vraiment le synonyme, au fond, de la dextérité, de la manualité. Donc, la beauté d'une dentelle, c'est aussi mesuré par la difficulté de la réalisation, donc par les temps d'exécution. Alors, la dentelle mécanique, c'est un métier à tisser qui révolutionne ce monde-là et qui a un métier à tisser qui est né, en fait, pour le coton, donc pour une matière première peu précieuse, d'accord? Eh bien, pourtant, là, à Lyon, parce qu'il y avait les contextes favorables, donc un réseau d'entrepreneurs et qui étaient à la fois des tisseurs, donc avec des compétences, donc en termes de fabrication exceptionnelle, parce qu'à Lyon, il y avait un savoir-faire technique extraordinaire, et d'autre part, des commerçants, là aussi, extrêmement habiles, qui sur la place parisienne arrivent à imposer un produit qui est des semi-luxe, donc haut de gamme, en soi, pour un marché qui est né pour faire baisser les prix initialement, donc qui est né à Calais, importé par des entrepreneurs de Nottingham qui veulent produire de la dentelle bas de gamme pour des populations urbaines qui demandent, parce qu'il y a une croissance de la consommation des produits textiles des gammes basses ou moyennes, et malgré tout, vous voyez, il y a des conditions à Lyon qui permettent de transformer ces machines. D'ailleurs, il faut aussi des mécaniciens qui permettent de transformer des machines pensées pour un fil assez gros, de les transformer pour produire un fil assez fin, pour produire donc des dentelles qui deviennent fameuses partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, la dentelle de Lyon est celle dont s'habille Kate Middleton. Donc, dans certaines soirées très mondaines, où on utilise encore les métiers à tisser fabriqués à Lyon au cours des années 1860. Donc, vous voyez bien que ça, c'était un peu imprévu au départ, hein, et l'habilité, les contextes favorables, ces réseaux de commerçants, des maîtres tisseurs, des mécaniciens ont créé quelque chose, un nouveau marché qui a continué, hein, un marché en parallèle avec les marchés de la dentelle faite à la main, mais qui s'est transformé. Donc Lyon s'est transformé en grand producteur, donc qui a concurrencé ensuite évidemment Nottingham, la dentelle mécanique en coton de Nottingham, parce que c'était beaucoup plus
je lis, hein, les tulles en soie et les voilettes en soie étaient beaucoup plus jolies. Moi, je retiens aussi de tout ce que vous dites, c'est qu'à la fois, les réussites futures s'appuient souvent sur les échecs antérieurs. Là, on voit le cas, je crois, sur le marché du fast-food. Un petit peu, vous voyez Chicken Shop qui avait démarré ou d'autres qui s'étaient lancés en premier sur un marché qui était très risqué, où on voit des différences culturelles et que la réussite, l'échec d'un moment donné, en fait, il va permettre de préparer la réussite parce qu'on prend de l'information, bien sûr. Il y a ce rôle de la circulation de l'information sur lequel vous avez beaucoup insisté. Et donc, l'entrepreneur qui réussit, il s'appuie, bien sûr, il est un géant, ou plutôt il est un nain qui est juché sur des épaules de géant, ou peut-être d'expérience antérieure, toujours. On voit ça de manière assez répétée. Et en même temps, donc, oui, ce rôle de la circulation de l'information, et qu'est-ce qui fait qu'on a l'information. Puis il y a un deuxième aspect qui m'a intéressé aussi dans le marché du fast-food, c'est est-ce que l'entreprise McDonald's doit s'implanter elle-même ou est-ce qu'elle doit faire? Et finalement, elle confie à un entrepreneur dans un premier temps. Et donc ça, c'est une question peut-être que je n'ai pas vu forcément dans d'autres contributions, mais faire ou faire, c'est un enjeu assez important, en fait, on sait en économie. Je ne sais pas si vous pouvez rebondir un peu sur ces... Ça, c'est vraiment un point, oui, je trouve très intéressant de montrer. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Je pense qu'il faut retenir. La première, effectivement, est celle dont vous parlez, c'est-à-dire que lorsqu'on veut s'implanter dans un contexte nouveau, effectivement, on a besoin dans ce cas-là, ça a été vraiment flagrant, d'acteurs, d'entrepreneurs qui connaissent bien les contextes, qui savent adapter aussi une offre, d'accord, de nouveaux produits. Et là, c'est aussi du coup les échecs précédents qui ont appris à ces entrepreneurs, donc qui connaissaient les contextes, d'utiliser des nouvelles manières d'organisation, en fait, tout simplement, la présentation des produits, ont inventé au fond un fast-food adapté aux besoins des consommateurs français qui étaient en train de se transformer. C'est-à-dire ils ont aussi profité d'un changement là des goûts qui était en cours dans les années 60-70, on n'était plus dans les années 50 et 60 et là, il y a un public de consommateurs jeunes qui est plus réceptif, mais qui a besoin quand même d'un type de produit qui correspond fast-food, mais qui correspond plus davantage au goût français que ceux américains qui n'étaient pas calibrés pour effectivement répondre à des besoins et qui initialement étaient très, très éloignés. C'est-à-dire que l'idée même de consommer sans fourchette, sans s'asseoir, etc., un repas était très étranger en fait à la culture alimentaire, enfin de la consommation, de la restauration française. Donc, il y a vraiment apprendre de l'échec et aussi savoir adapter un nouveau produit. C'est un peu un exemple aussi, d'ailleurs, qui vaut aussi pour les Royaumes-Unis. Ce n'est pas du tout, bien sûr, le modèle est toujours celui américain, mais même au Royaume-Uni, c'est dans les années 60 que d'ailleurs des entrepreneurs italiens, les frères Berni, qui diffusent donc un menu dans des fast-foods, qui est un menu adapté au goût de la clientèle britannique. Donc, c'est un menu avec, par exemple, un dessert, des frites, des steaks. Donc, ce n'est pas du tout les McDonald's. C'est plus ces gens-là, dans un premier temps, de repas qui prévoient une entrée, un plat et un dessert qui diffusent des modes de consommation rapides qui n'étaient pas dans la culture européenne, en fait, qui arrivent graduellement à s'imposer, mais avec d'abord ces autres phases, plus aussi, évidemment, les prix jouent un rôle très important dans ces histoires et les rapports entre les salaires, et, bon, bref, et aussi
ces prix adaptés à la consommation des publics jouent un rôle aussi important. Donc, il y a vraiment une combinaison, encore une fois, des facteurs qui déterminent la réussite et l'expansion, en fait, de ces modèles de consommation rapide. Alors, je ne sais pas si voilà, j'ai répondu à toutes les questions, mais en tout cas, voilà, je pense que l'important, à mon avis, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ces exemples qu'on a proposés et qu'on a sélectionnés. On avait vraiment beaucoup de communication. On a fait un appel à communication, on a eu vraiment beaucoup de propositions. Nous avons essayé de choisir avec les comités scientifiques des exemples qui nous semblent justement avoir des éléments communs qui nous permettent de détecter des grandes lignes, des fils rouges ou des lignes explicatives qui peuvent être communes. Donc, que ce soit par les produits, par les modes d'organisation, donc Pathé et les réseaux des commis, que ce soit par les du coup aussi les innovations et les réactions à des crises qu'il peut y avoir. Donc, cela permet d'avoir dans la longue durée des éléments explicatifs qui permettent de donner une vision d'ensemble à un phénomène qui nous interpelle. C'est en permanence, c'est-à-dire cette idée qu'il y avait une exposition lorsqu'on nous avons organisé ces congrès aux archives départementales du Rhône. Il y avait une exposition sur les foires et les marchés à l'époque médiévale, dont les commissaires étaient l'un des membres du comité scientifique, Jean-Louis Golin, qui montre bien aussi comment certains espaces, et à des moments donnés, deviennent des lieux où on diffuse des produits nouveaux, des espaces privilégiés où se concentrent aussi, au fond, des acteurs qui présentent leurs nouveautés. Donc, ça peut être une exposition universelle plus tard, au 19e siècle. Et évidemment, la foire, de ce point de vue-là, un espace qui ressemble beaucoup à ces expositions universelles où on présente des produits et on aussi, évidemment, essaye d'imposer des nouvelles idées commerciales. Alors Catherine, on arrive au terme en fait de l'ensemble de cette conférence. Je vous remercie beaucoup. Vous avez peut-être un mot conclusif. Je pense que vous avez bien conclu de votre côté aussi, Manuela, avec cette perspective globale. Est-ce que Catherine, vous auriez peut-être une réflexion complémentaire ? Je crois que Manuela a tout dit et moi ce que j'ai essayé de montrer aussi c'est tout l'intérêt des études de longue durée dont je suis complètement convaincue, aussi par les échos qu'on arrive à porter d'une période à l'autre, l'éclairage, les questions, voilà. Mais pour nous, par exemple, antiquisants, la circulation de l'information, on en a beaucoup parlé là, et je pourrais en parler très longtemps parce que c'est très compliqué de retracer, mais c'est essentiel. Donc voilà, là aussi, une question pour les marchés de la circulation de l'information, qui est une question centrale dans notre livre. Voilà. Et je pense que ce temps long nous permet aussi de comprendre bien les choses du présent. Enfin, ça, c'est un lieu commun, on va dire, de l'histoire, mais qu'il faut rappeler. Donc aujourd'hui, par exemple, quand un entrepreneur comme Elon Musk se présente comme un individu, en fait, l'apparition d'un marché est une création collective, et notamment le marché, par exemple, du spatial. Aujourd'hui, SpaceX, on pourra en parler, etc. Voilà. Donc c'est juste une ouverture que je donne sur la période contemporaine. Absolument. De même que l'intelligence artificielle peut-être créer un marché parfait. Dans 20 ans, peut-être, on pourra discuter de ces marchés parfaits de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, ce sont des marchés plutôt incarnés. Merci à vous. Ouais, on attend le tome 2 avec impatience.
Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie toutes les deux vraiment et puis je sais que Manuela, vous êtes pressée, donc n'hésitez pas. Remerciements aux participants également, donc à distance. Donc c'est pas toujours évident pour poser des questions, mais j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Remerciements à l'IGPDE qui organise cette session, au Comité pour l'histoire économique et financière de la France qui édite le livre, mais aussi à l'Association française d'histoire économique qui a suscité l'opportunité de ce livre et de ses contributions. Vous avez un questionnaire de satisfaction pour cette session d'1h30, 90 minutes pour le lire. J'espère que ça vous donnait envie. Il est disponible en ligne, donc vous pouvez le trouver et bien sûr regarder toutes ces contributions. La conférence sera disponible en ligne d'ici une quinzaine de jours à peu près. Voilà, en replay. Je vous remercie et à bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.